à toutes et à tous. Merci de la Volbilis pour l'invitation. Je suis très content d'être là ce soir. J'ai préparé, c'est pas mon habitude, mais un texte que je vais plus ou moins lire, ne sachant pas si je pouvais présenter des diapositives. Il y aura quelques diapositives qui viendront illustrer mon propos. Donc notre monde est en train de changer. Le réchauffement climatique, la disparition de la neige dans les préalpes, la perte de la diversité des espèces et du nombre de ces espèces, l'invasion de nos villes par des oiseaux exotiques, les cigales aux portes de Vienne, la capitale de l'Autriche, demain à Paris. Tout cela montre que oui, notre terre mue, que les changements induits par l'activité humaine atteignent désormais des proportions sans précédent. Les événements sévenols, pour parler de choses qui sont des choses régionales, semble augmenter en intensité et remonter vers le nord. 50 ans que les scientifiques, comme ceux du GIEC, alertent. Certes, des choses ont changé, mais elles restent très fragiles. Une écologie punitive, c'est-à-dire une écologie qui fait peur, c'est la fin du monde contre la fin du mois. Trump vient d'être réélu, il s'apprête à rouvrir des puits de pétrole. Ce sont des signes qui vont dans l'autre sens et qui nous font devenir pessimistes. Ce qui, moi, me motive, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la Terre qu'aujourd'hui. Il ne se passe pas un jour sans que les médias, les journaux couvrent un événement qui parle de la Terre, que ce soit la crise de la biodiversité, que ce soit les inondations catastrophiques en Espagne il y a quelques semaines. On n'a jamais autant parlé de la Terre. On ne voit jamais les spécialistes de la Terre, que l'on appelle des géologues, qui connaissent bien cette planète, qu'ils étudient et qu'ils connaissent, dont ils connaissent parfaitement l'histoire. Et c'est un petit peu ça que je voudrais corriger, et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'écriture de cet ouvrage dont on vient de parler. Et c'est un petit peu ça que je veux vous raconter ce soir, vous parler d'où est parti cet ouvrage, et en particulier je vais me présenter, je pense que c'est la meilleure des façons de faire, enfin présenter ma trajectoire. Vous verrez que ce que j'essaye de faire, c'est de parler d'autre chose que ces choses très plombantes, que sont le changement climatique et la perte de la biodiversité, qui sont certes dramatiques et très inquiétants. Mais j'essaye d'inventer un nouveau discours, en fait, parce que je pense que, précisément, ce discours-là est un discours qui, on le voit bien, ça fait 50 ans, je le répète, qui ne permet pas à nos décideurs, à ceux qui prennent des décisions, à la société tout entière de changer de logiciel. Et c'est bien ça qu'il faut faire, c'est changer de logiciel. Mais changer de logiciel, ça veut dire changer notre narration sur la Terre, changer nos représentations de la Terre. Je terminerai par vous montrer que, en fait, cette Terre dont je vais vous parler, on ne sait même pas à quoi elle ressemble, en fait. Et donc c'est compliqué de parler, de protéger d'une Terre qu'on n'a même pas vraiment conceptualisée, correctement représentée, parce que nous héritons d'une histoire longue, et en particulier, nous héritons en Europe, en particulier, de ce grand partage entre la nature et les humains étant posés sur un globe, parce qu'en plus c'est un globe, vu de l'espace, qui ne bouge pas. Alors c'est pas vrai, ce globe est en train de bouger, nous sommes rentrés dans une nouvelle époque, que les géologues appellent, enfin pas tous les géologues, et en fait surtout pas les géologues, appellent l'Anthropocène, c'est-à-dire une période de l'histoire de la Terre et des hommes où les humains sont devenus une force géologique. Voilà. Donc je voudrais vous emmener dans ce que j'ai appelé une odyssée, parce que je conclurai là-dessus tout à l'heure en disant qu'il ne faudrait pas croire que l'état de la science est tel qu'on sait tout sur cette planète qu'on veut protéger. Comme je le disais et comme je le redirai, on manque de représentation, on manque d'une connaissance intégrée de la manière dont fonctionne cette planète, en particulier au niveau des territoires. Voilà, alors laissez-moi d'abord, pour commencer mon exposé, me présenter. Je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui m'a amené là devant vous aujourd'hui. Donc comme l'a dit la personne qui vient de me présenter, je son prénom, je suis géochimiste. Géochimiste, c'est presque un nom d'oiseau, mais ma passion, c'est la géologie. Voilà. Et petit, je collectionnais les pierres aux grandes dames de mes parents, qui ne savaient plus où les mettre. Je collectionnais des végétaux, j'explorais mon territoire à vélo. Je ne suis pas parisien, même si je finis par travailler à Paris. J'ai eu la chance
région, de pousser dans une région où on pouvait, avec quelques échappées cyclistes, rencontrer des types de roches très différents, ramasser des fossiles. Et puis je m'arrêtais, je me souviens très bien, pour contempler des paysages, quelque chose qui est un exercice d'une grande vertu que l'on ne fait pas assez. Et de fil en aiguille, motivé par cette passion, vraiment, j'ai fait des études. Au début, je n'étais pas pour faire des études de maths, je n'aimais pas trop les maths, quand une prof de quatrième, dont je me souviens parfaitement le nom, et je revois la scène avec mes parents, dire à mes parents, il veut faire de la géologie, il faut qu'il fasse des mathématiques. Là, un monde s'est à la fois écroulé, mais un nouveau est apparu, et effectivement, j'ai fait des études qui m'ont conduit à faire pas mal de maths, mais pour in fine devenir ce que je suis devenu, faire une thèse en géochimie. Vous vous demandez sans doute ce qu'est la géochimie. La géochimie, ce n'est pas une branche de la chimie, disons-le tout de suite, c'est une description des processus géologiques, ou écologiques d'ailleurs, parce que vous verrez que je ne fais plus trop de différence entre la géologie, l'écologie, la biologie, une description du monde par le biais, par le truchement des éléments chimiques qu'on va suivre, un peu comme des traceurs. D'accord ? Donc je vais prendre un élément chimique et je vais suivre les flux de la matière, les transformations de la Terre qui accompagnent cet élément chimique. Alors, c'est une discipline qui est venue des sciences de la Terre, de la géologie si vous voulez, mais aujourd'hui on ne parle plus vraiment de géologie, on parle de sciences de la Terre, en s'intéressant aux grandes masses terrestres, l'atmosphère, les continents, l'intérieur de la Terre. Elle peut très bien, comme je l'ai déjà dit, s'appliquer à l'écologie. Elle prend alors le nom de biogéochimie ou écologie stoichiométrique, ça fait peur, hein, voire aux processus humains et sociétaux. Il y a un domaine qui est un domaine des sciences sociales qui est émergent, qui s'appelle le métabolisme territorial. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais qui est passionnant. Elle compose, c'est ça qui est intéressant, avec un nombre très limité d'éléments chimiques. Finalement, notre univers, nous, notre Terre, sommes composés de 90 éléments chimiques. Ça ne fait pas beaucoup, en fait, 90. Hein. C'est la fameuse la table périodique des éléments. 90 espions, pour moi, qui sont, en plus, avec des raffinements dont je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est que ces éléments chimiques peuvent posséder des isotopes. Je ne vais pas vous embêter avec ça ce soir. Ce sont des espions, voilà, qui sont, comme je disais, des traceurs et qui me donnent autant de points de vue sur la Terre que leur analyse permet de décrire. On peut dire un mot des filiations historiques. C'est une science qui vient de loin, qui a été créée probablement, plus ou moins, même si je suis un peu chauvin, par Antoine Lavoisier, ce fameux savant qu'on a guillotiné au motif que la République n'avait pas besoin de savants, mais dont les pères fondateurs plus clairs sont Vernadsky, un russe, un ukréno-russe d'ailleurs, Kochubit, un suédois, et puis James Lovelock, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est à l'origine de la théorie Gaïa, dont je dirais un mot. On peut aussi dire qu'insidieusement, cette science est devenue très présente autour de nous, puisque on a les retours Paris-Avignon, c'est des euros, mais c'est aussi du CO2. C'est écrit sur mon billet. C'est la quantité de CO2 que j'ai mis dans l'atmosphère en venant vous voir. Donc en fait, nous sommes tous des géochimistes, d'accord, qui nous ignorent. Voilà. Donc c'est ça la géochimie. Et chaque géochimiste a son élément de prédilection. Voilà. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est que quand on m'a proposé de faire une thèse, c'était une thèse sur potamologie. La potamologie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette racine, c'est la science qui étudie les fleuves. Donc on m'a proposé de faire une thèse sur l'Amazone, sur le fleuve Amazone et le fleuve Congo, et plus particulièrement d'en déterminer la composition chimique. Évidemment, j'ai accepté très rapidement le sujet, avec une joie, avec grande joie, compte tenu des voyages que cela laissait évidemment envisager, et je ne me suis pas trompé, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de chance de traîner mes lettres sur ces deux grands monstres gigantesques, hein, dont le Rhône ne vous fait même pas imaginer à quoi peut ressembler un de leurs petits tributaires. J'ai un grand respect pour le Rhône, évidemment. J'ai continué ma carrière à travailler avec mes étudiants, mes collaborateurs sur ces grands monstres magnifiques que sont les fleuves. L'Amazone ou le Congo, qu'on appelle souvent des artères continentales, ne sont pas vraiment des artères, ce sont plutôt des veines. Et si les continents sont le corps humain, l'eau des fleuves, c'est le sang de nos veines. Un fleuve, l'Amazone, c'est aussi valable pour le Rhône, c'est de l'eau. Mais ce n'est pas que de l'eau. Elle transporte des tas de choses, cette eau. Elle transporte des particules solides, des sédiments, elle transporte des particules dissoutes, invisibles
invisible, et là je vais prononcer un mot qui n'est pas assez fréquent dans nos vies, parce qu'il est essentiel, c'est le mot ion. Ça va, pas trop de réaction allergique. Les ions, I-O-I-N-I-O-N-S, ce sont des substances chimiques qui sont transportées par les fleuves, mais qui sont invisibles. Dans un fleuve, vous voyez des sédiments. Le Rhône s'énerve au printemps, on voit des sédiments qu'il transporte, il devient marron. Mais le Rhône, toute l'année, transporte des ions, c'est-à-dire des particules dissoutes invisibles, qu'il a arrachées aux montagnes dont il vient, et qui sont transportées à l'océan. Donc je suis pour la réhabilitation des ions. Je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure. Vous les connaissez de toute façon. Vous les buvez, parce que sans les boire, vous ne seriez pas là. Il transporte également ces fleuves de la matière organique végétale, le tout arraché aux pentes des Andes et aux plaines de la forêt amazonienne. Je parlais de l'Amazone. Ce qui est intéressant pour un géochimiste comme moi, c'est que l'Amazone, c'est une fenêtre ouverte sur les transformations de la surface terrestre. C'est un flux de matière incessant, comme une coulée volcanique, mais pas volcanique, c'est de l'eau, qui témoigne de la vie de la planète, ou plus précisément, de la partie la plus superficielle de notre planète, celle qui comprend les roches, les sols, les écosystèmes, l'air, une partie de l'air, l'eau, les vivants qui peuplent le sol. L'ensemble de ces compartiments sont connectés et la fleuve en fait en quelque sorte la synthèse. Donc interpréter les résultats de composition chimique de l'Amazone, vous voyez que c'est compliqué. Ça nécessite de mobiliser des compartiments de cette vaste bassin versant qui sont très différents les uns des autres. Ça nécessite aussi, et c'est là-dessus que je me suis en fait un petit peu cogné, ça nécessite de mobiliser des disciplines très diverses et qui ont débordé très rapidement ma seule discipline, qui était la géochimie. Ça nécessitait d'avoir des connaissances géologiques sur les roches, tout simplement, que l'Amazone va drainer. La climatologie, bien sûr, de l'Amazone, la pédologie c'est la science des sols, vous en entendrez parler ces jours-ci, la géomorphologie, c'est-à-dire l'aspect du relief, là où sont les pentes, là où sont les plaines, et bien entendu les activités humaines qui oseraient prétendre que la forêt amazonienne n'a jamais été peuplée par quelques écolos beaux. Ça n'existe pas. La forêt amazonienne a toujours été peuplée de peuplades qui se sont déplacées et ont participé en particulier à sa biodiversité. Disciplines, toutes ces disciplines que je viens de nommer ont été séparées par l'histoire des sciences. Ça, c'est véritablement dramatique. Il faut voir comment la géologie et la biologie sont confortablement séparées au lycée et à l'université. D'accord ? Le prof de SVT, Sciences de la vie et de la Terre, qu'à l'époque, on a regretté, une époque, je dois dire, on appelait sciences naturelles, voilà, qui était beaucoup plus holistique. Le prof de sciences nat, SVT, en général n'aime pas la géologie, il ne la traite pas. D'ailleurs, il est fort à parier qu'il n'ait pas bien compris pourquoi on lui a demandé d'enseigner la géologie à côté d'un cours de biologie. Okay ? Aujourd'hui, à l'université, on fait de la géologie parce qu'on n'aime pas ce qui vit, et on fait de la biologie parce qu'on n'aime pas les choses figées, inhumaines que sont les cailloux. Voilà, c'est ces discours-là qu'il faut vraiment changer, et c'est ce à quoi je voudrais travailler. Et il s'est trouvé que dans ma carrière, dans les années 2000, je commençais à être un peu visible, connu par mes publications. J'ai été invité aux États-Unis dans le National Research Council, qui est un des grands comités qui réfléchit aux directions que doit prendre la science aux États-Unis, et en particulier conseille la plus grosse agence de financement de la recherche mondiale, qui s'appelle la NSF, la National Science Foundation, qui est dans le collimateur, vous vous doutez bien, du nouveau président des États-Unis. Voilà, et ce que ce National Research Council aux États-Unis nous a proposé, c'est un terme nouveau, qui est le terme de zone critique, dont il a été un petit peu